Bonjour et bienvenue dans ce 3e numéro du podcast D'abord les faits. Je m'appelle Anchika Songo et je suis directrice du site de vérification des faits Balobaki Check, un média communautaire basé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Guy Matondo, journaliste à la radio Parole Éternelle et coordonnateur des radios communautaires à Chikapa, dans la province du Kasaï, au centre de la RDC, est notre invité du jour. Avec lui, nous allons revenir sur des émissions de sensibilisation pour lutter contre les discours de haine à caractère tribal. Bonjour Guy Matondo. Bonjour Ange Kassongo, bonjour à toute l'équipe et à tous nos auditeurs. Merci beaucoup, nous sommes ravis de discuter avec vous. Est-ce que vous pouvez, d'entrée de jeu, nous dire comment s'est déroulée de manière générale la couverture électorale au sein de votre radio? J'aimerais déjà nous dire que les choses se sont bien passées. La période préélectorale, électorale et post-électorale, la radio s'est inscrite à pouvoir couvrir toutes les activités auprès de la CENI où nos journalistes ont été accrédités et nous les avons déployés presque dans nos 3 collines qui renferment nos 5 communes ici à Chikapa et aussi dans les villages environnants. En dehors de ça, nous avons eu aussi à travailler avec certains amis d'autres radios dans d'autres provinces. Je cite Kasaï central, Kasaï oriental et presque dans toutes nos différentes provinces, Congo central, Kinshasa, à l'est. On a eu quand même des amis avec qui on échangeait pour qu'ils nous fassent un peu l'état de lieu de ce qui s'est déroulé. Là, c'était pendant les jours même des élections et après. Mais avant la période préélectorale, au niveau de toutes les radios, précisément la nôtre, on a eu à donner certaines règles à observer pour que nos journalistes que nous devrions déployer sur le terrain ne tombent pas dans la dérive et dans des sanctions. Donc voilà un peu de la manière dont nous avons essayé de travailler. Les codes de la bonne conduite étaient présentés, la loi électorale était lue à la rédaction, afin que les journalistes comprennent là où ils devaient faire et son travail sur le terrain pour nous ramener des vraies informations qui devaient contribuer au bon déroulement des activités électorales. Les règles étaient d'ordre éditorial ou de questions de comportement sur le terrain? Oui, d'ordre éditorial d'abord, parce que si on ne suit pas cela, nous devrions être à côté de notre schéma, mais aussi de la réalité sur le terrain. On n'a pas voulu que la radio tombe dans le mouvement de la masse. Donc la radio devait respecter sa ligne et jouer vraiment son rôle de l'église au milieu du village. En parlant de mouvement, moi j'entends aussi influence. Influence, c'est aussi lié à tous les discours de haine qui ont circulé pendant la campagne électorale. Est-ce que vous avez vécu la même chose à Chikapa? Oui, il y a même un exemple. Nous avons eu parmi les journalistes que nous avons déployés, l'un était dans un de nos communes que j'ai tairé les noms ici. Qui est à quelques 20 kilomètres. Quand il est allé là-bas, il a trouvé une discrimination et une haine tribale et même des attaques. Je vous dirais même que son corps physique a été attaqué. Heureusement, il a pris la peau d'escampette pour aller se réfugier dans un commissariat de la police. Sinon, ça allait mal coûter. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a eu pendant les élections, nous avons vécu un système tel que les gens d'un coin X, ils savent que dans ce coin-là, c'est tel candidat qui doit sortir. Donc, on ne l'a pas encore élu, mais les gens savent que là-bas, c'est lui qui va sortir. Pourquoi c'est lui? Parce que c'est son coin. Parce que c'est là qu'habite sa famille. C'est là qu'il y a les membres de sa tribu. Et lorsque ces gens qui habitent son coin voient un journaliste qu'ils ont toujours écouté à la radio, qui a soit des arguments qui vont à l'encontre, soit, selon eux, ça attaque leur candidat, pour eux, ces journalistes-là, c'est quelqu'un qui n'est pas de nôtre. Donc, il ne sera pas le bienvenu. Voilà pourquoi il doit être chassé. Or, les journalistes étaient censés entrer partout, se retrouver sur tous les terrains pour recueillir les informations qui constitueraient l'ensemble du tout, afin de l'apporter à la consommation de la population. Dans ce cas précis, le journaliste qui a été pris à partie, c'était lié à la ligne éditoriale qu'on lui collait par le membre de cette communauté ethnique?
Oui, oui, mais parce que les journalistes sont connus, non? La population connaît que tel journaliste, il est de telle obédience, mais lorsque nous l'écoutons à la radio, mais c'est comme si lui, quand il parle, il nous attaque. Soit il attaque notre leader, soit il n'est pas bienveillant chez nous. Voilà pourquoi lorsqu'on le voit, en tout cas, le mieux serait que de les chasser. Donc c'est comme ça que quelqu'un de nous a été victime de cela. Comment la radio a-t-elle résisté à l'influence politique par rapport à la diffusion des messages et des communiqués plutôt que de l'information? Bon, la meilleure stratégie, c'était d'abord de rencontrer les sources. Nous avons vraiment travaillé pour que les rumeurs ne soient pas sur l'assiette. On a voulu rencontrer vraiment les sources de l'info. Lorsque quelque chose devait être déclaré par un politique, nous, on descendait sur terrain, on rencontrait toutes les sources, on pouvait bien traiter l'information pour donner la meilleure, au lieu de rester sur les on-dit, sur sur les on entendu. Donc, on a vraiment voulu travailler sur ça et ne pas céder surtout à la pression des politiques. Parce que vous savez, c'est un temps où non seulement qu'il y a eu un discours, mais il y a eu aussi l'argent. Quelqu'un peut dire prenez ceci et parler de ça. Non seulement il vous donne l'argent, mais il vous donne aussi une ligne de conduite. C'est lui qui vous dit, vous direz ceci pour moi. Alors, si on se courbe sur ces dires-là, on serait à côté de la mission et de répondre réellement à la mission et à la profession. Donc, c'est comme ça que nous étions très regardants et surtout nous veillons pour que nos agents ne tombent pas dans ces gestes-là. Quand vous dites que vous avez veillé à ça, est-ce que le temps de parole était aussi équilibré au sein de la radio? Mais oui, parce que avant déjà les élections, au niveau de la radio, il y avait parmi les règles que nous avions fait, nous les avons énoncées déjà à la radio pour que tout le monde sache qu'il y a les temps d'antenne qui devaient être équilibrés de toutes parts. Donc du côté de la majorité comme de l'opposition. Donc le temps d'antenne était vraiment veillé à ce que cela soit équilibré. Et lorsque les gens venaient et ils voyaient cela affiché déjà sur la valve, vous lisez les règles et c'est comme cela que nous avons procédé pour ne pas tomber dans les dérives et prise au piège. Vous avez cité le cas du journaliste qui a été pris à partie par une communauté, mais entre candidats et entre la rédaction, comment vous avez managé tout ça sur la diffusion et surtout le traitement des discours de haine à caractère tribal? Bon, par rapport au discours de haine à caractère tribal, nous avons fait recours d'abord à notre mission en tant que radio. Nous sommes là pour travailler enfin de pouvoir garder la tension sociale pour qu'elle soit meilleure. La radio ne doit pas être à la base d'inciter les gens à la haine. Et lorsque ces genres de discours pouvaient être écoutés ça et là, la radio pouvait maintenant faire recours à la troisième voie d'un membre de la société civile, c'est-à-dire en association avec les membres de la communauté, pour mettre à table ce qui est dit et condamner cela. On pouvait les condamner à haute voix et donner des pistes de solutions et une bonne manière de se comporter parce que les élections passeront. Demain, celui qui est élu, il pourra aussi laisser ces sièges-là. Mais la communauté restera. La vie continuera. Alors, si aujourd'hui nous nous faisons du mal à cause d'une élection parce qu'on veut que celui-là vienne occuper les postes, mais après lui, la vie continuera. Nous continuerons toujours à rester ensemble. On n'a pas choisi de rester dans un même milieu, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, nous étions contraints à pouvoir relever toutes ces choses-là et inviter la population à la hauteur, à ces dépassements-là, pour que d'abord nous puissions nous considérer que nous sommes un seul peuple et nous sommes appelés à nous dépasser par rapport à tous ces clivages politico-tribaux. Vous avez dit quelque chose de très, très intéressant, c'est-à-dire qu'après la campagne électorale, les politiques, eux, ils peuvent passer à autre chose, mais la communauté peut rester divisée aussi. Aujourd'hui, ouais. Quand vous allez sur les terrains, vos équipes vont sur les terrains pour collecter les informations, avez-vous le sentiment que la communauté est restée divisée? Oui, je dirais oui en sourdine. Hein. Mm-hmm. En sourdine, on sent ça, mais visiblement comme ça, vous savez, c'est juste un comportement hypocrite que quelqu'un peut afficher, rire devant vous, mais vous sentez qu'il y a un peu de séquelles
de tout ce qui a été vécu pendant la phase électorale qui demeure encore. Mais qu'à cela ne tienne, la radio est en train de continuer à faire un bon travail. Mais l'exemple le plus frappant, c'est les élections qui venaient de se dérouler à l'Équateur, où nous avons vu un Mukamba, Kadiata Nzemba, qui est un Kassaïen, mais élu à l'Équateur. Vous comprenez, madame, que cet exemple-là nous a servi pour brandir cela et dire, regardez ce qui s'est passé à l'Équateur. Les Bangala ont voté un Kassaïen. Est-ce qu'un jour, cela ne peut pas aussi être possible qu'ici au Kasaï, que nous puissions élire un Congo, un Swahili, basculé de notre? C'est un Congolais. Et aujourd'hui, je vous dis, la population est en train maintenant de se réveiller. L'exemple de ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale de l'Équateur servent maintenant d'appui et d'un réveil pour que chacun se ressaisisse et comprenne que nous sommes appelés à mettre nos différences de côté et travailler ensemble. Nous sommes appelés à bannir la haine, ce tribalisme et nous mettre ensemble et nous considérer comme un seul peuple au lieu toujours de tenir compte de nos sources d'origine. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la radio a un rôle à jouer pour renforcer cette cohésion nationale? Exact. Parce que vous savez, nous sommes dans un coin où la radio est vraiment suivie, est vraiment suivie le matin, la journée et le soir. Alors, la radio, si elle ne comprend pas que tous les faits de société qui sont en train de se dérouler, elle est appelée à parler pour changer un comportement, je crois que ça sera une démission. Donc, nous nous saisissons de tout ce qu'on a vécu. On en fait maintenant une matière à pouvoir parler maintenant, interpeller notre communauté. Et c'est là, on ne le fait pas seul. Il y a la société civile, il y a beaucoup d'acteurs ici que nous associons dans cette lutte-là. Et nous croyons, ça, il faut vraiment nous faire confiance. Nous croyons que dans les jours à venir, et même dans les années à venir, lors des prochaines élections, on ne vivra plus ce qu'on a vécu aujourd'hui. L'exemple le plus frappant, c'est que nous avons vécu pendant les Camerounais Sapo. C'était difficile qu'il y ait d'autres tribus qui passeraient dans d'autres coins parce que ce qu'on a vécu était intolérable. Mais aujourd'hui, la radio a fait un grand travail pour que les gens se remettent ensemble, se considèrent comme frères. Et aujourd'hui, une tribu telle peut passer dans un village sans qu'un mal soit commis. Donc nous croyons à cela et avec les efforts que nous faisons, mais aussi ce que nous allons demander, c'est le renforcement des capacités de toutes nos radios. Il se peut que nous, l'approche que nous utilisons, celle que d'autres peuvent nous donner, serait la plus meilleure et la plus facile pour arriver au changement rapide des comportements de notre communauté. Merci beaucoup Kim Atondo pour cet échange très utile en tout cas et nous vous souhaitons une bonne journée et au revoir. C'est moi qui vous remercie, Ange Kassongo et toute l'équipe et tous nos auditeurs. Ce podcast est produit par Baloba Kitchek avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet renforcement du radio rural en République démocratique du Congo financé par la coopération suédoise.